Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de TLS+. Et aujourd'hui, nous allons parler de tennis. Et oui, le tennis, comme tous les sports, toutes les activités, toute notre vie a été et est bousculée par l'épidémie mondiale de Covid-19. Des joueurs contaminés, des tournois reportés, voire pour certains même annulés. Rien d'exceptionnel pendant cette période qui, elle, l'est exceptionnelle. Mais malgré cela, le monde du tennis prépare petit à petit son retour. Un retour à huis clos pour l'US Open, avec un peu de monde en principe dans quelques jours à Roland-Garros. On pourrait presque se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que non. Parce que la pandémie n'a pas uniquement ébranlé la saison sportive. Qu'en est-il des petits tournois aux équilibres financiers fragiles? Qu'en est-il des petits clubs de province, du tennis amateur, des champions en devenir? Qu'en est-il de l'avenir du tennis? D'autant qu'on voit ici ou là des agitateurs, Gérard Piquet, le footballeur qui a atomisé la Coupe Davis, Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams, qui horrifie les instances avec son Ultimate Tennis Shutdown. Si sur les cours, comme d'habitude, rien ne change, en coulisses, le monde feutré du tennis s'agite au point qu'on pourrait presque se demander si cette pause due au coronavirus ne sera pas bénéfique au microcosme de la balle jaune. Alors, ce Covid, à long terme, bon ou mauvais pour le tennis? C'est une des questions que je vais poser à mon invité, maintenant, le meilleur ami de Roger Federer. Benoît Mélin, bonjour. Quel plaisir! Non, j'ai dit le meilleur ami de Roger Federer. Alors, si t'es ami de Roger, ça veut dire que t'es suisse, forcément. Ah oui, et accessoirement, vous êtes aussi journaliste sportif. Oui. Spécialiste. Mais regarde, tu vois, quand même, je suis rouge et blanc. Alors, je ne savais pas l'histoire de Roger Federer. À chaque fois, je vous la fais, le coup du Roger Federer. Journaliste sportif spécialiste du tennis, journaliste sur Eurosport, Winamax. Comment allez-vous? Super bien. Comment ça se passe le tennis a repris, donc moi je suis en pleine forme. Oui, même s'il faut se lever tard la nuit pour voir quelques matchs. Oui, c'est pas grave, ça c'est rien. Alors justement, le tennis a repris, mais il a repris comment? Comment se porte le tennis actuellement? C'est triste, de toute façon c'est triste, c'est comme tous les sports où on a l'habitude d'avoir du public. Moi, à force de regarder la Ligue des Champions ou même l'US Open, voilà, les grands tournois, des messes normalement cathodiques et aussi pour le public, mais en fait, j'ai l'impression de voir, c'est un peu Astérix sans Obélix, ou Starsky sans Hutch. Il manque quelque chose. Alors, je veux voir un événement que j'aime bien, mais il manque un ingrédient. Et c'est vrai que le public, quand même, quand il n'y a pas le public, c'est triste. Enfin, le public du foot, c'est pas le même que le tennis, quand même. Hein. Ah, mais il y a quand même des... voilà, par rapport à l'US Open, quand on connaît la ferveur du public new-yorkais sur les sessions nocturnes, où on vient voir un spectacle, où il y a du bruit, où ça bouge, où ça mange, ça crie, ça hurle, voilà, pendant la quinzaine de l'US Open, on avait l'impression d'avoir une ambiance de billard, de snooker, quoi. C'était... il y avait 2 applaudissements. Donc, mais c'est intéressant parce que ça donne une autre dimension dans le sport individuel, en tout cas. On se focalise plus sur le jeu, vous croyez? Je pense qu'on est beaucoup plus sur le mental. Pour les joueurs. Voilà, pour les joueurs. D'accord. Pour le spectateur, je ne sais pas si ça change vraiment grand-chose. Je sais pas. Parce que j'allais vous poser cette question. Les joueurs, ils le ressentent, ça les gêne, vous savez, ou un peu au début, et puis après ils sont dans leur match, et qu'il y ait du monde, pas de monde, c'est la même chose pour eux? Non, ça les gêne. Ça les gêne énormément parce ils ont beaucoup de mal à faire la différence entre un match d'entraînement, qu'ils ont l'habitude de faire sur un petit cours comme ça où il n'y a personne, alors que normalement quand ils vont jouer un quart de finale ou une demi-finale dans un tournoi Grand Chelem, il y a du bruit, il y a du monde partout et tout d'un coup il n'y a plus personne. Donc ils sont un petit peu entre 2 chaises, ils savent pas, ils disent alors c'est quoi? Il leur manque des repères. Ouais, au début, c'est vrai que petit à petit, ils commencent à s'habituer. D'où l'avantage de ceux qui ont commencé déjà sur la tournée américaine, comparativement à ceux qui vont commencer là avec la terre battue, notamment Roland Garros. Alors, je le disais en préambule, là on parle de ce qui se fait de mieux au tennis. Là on parlait des tournois des grands chelems, mais le tennis, ça n'est pas que ça, bien évidemment. Comment ça se passe là pour les ATP 1000, 500, 250, les petits tournois? C'est quoi la situation? C'est le bordel. Il y a des tournois qui peuvent disparaître? Bien sûr, mais il y en a plein qui vont disparaître, c'est une évidence. Déjà même, il y a des sponsors qui commencent à disparaître. On pense notamment au circuit féminin. Toute la fin de saison du circuit féminin, de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, se passait en Asie.
avec des prize money, des chèques qui étaient distribués aux jeux, ce qui était indécent tellement c'était élevé. Mais justement, tout y allait parce que c'était une période où l'argent coulait à flot. Et là, les Chinois ont dit stop, non, nous, on arrête tout, il n'y aura pas de tournoi en Asie, c'est trop dangereux avec tous ces gens qui viennent de l'extérieur, on ne peut pas prendre ce risque. Donc il n'y aura rien en Asie. Donc tous ces tournois qui fonctionnaient, qu'est-ce qui va se passer? Même si c'est vrai que la Chine est un petit peu particulier comme pays avec le gouvernement et tout ça, donc il y a des autorisations qui sont faites. Donc peut-être qu'eux arriveront à survivre, mais en Europe, ça va être. Il va y avoir de la casse. Ça va être dramatique. Ça va être dramatique. Mais ça va être dramatique pour les joueurs parce que tous ces tournois permettaient à des jeunes champions, à des jeunes joueurs, des jeunes joueuses aussi, de commencer à se mesurer à ce qui se fait de mieux. Là, ils vont avoir quoi? Non, j'ai pas peur pour les joueurs. Non, parce que. C'est qui craint le plus avec la perte de ces tournois alors? C'est toute l'économie du tennis en elle-même, mais pas pour les joueurs. Les joueurs, on trouvera toujours des exhibitions à droite à gauche avec 2-3 sponsors qui vont leur permettre de gagner. Enfin, les exhibitions pour ceux qui sont connus. Au-delà de la 150e place mondiale, c'est vrai que ça devient compliqué, mais ça devient compliqué parce qu'on prend, à l'époque, on comptabilisait aussi tous les voyages, les frais d'hôtel, les frais de coach, tout ça, c'est le joueur qui paye ça. Donc s'il y a moins de voyages, s'il y a moins de possibilités d'aller sur tous les endroits du globe, si on peut faire du télétravail avec son coach, c'est-à-dire au lieu de l'emmener sur un tournoi, l'avoir au téléphone ou sur son ordinateur, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais ça a une limite. Ça a une limite. C'est comme le monde du travail à l'heure actuelle. Tout le monde va être obligé de se repositionner dans sa façon de travailler. Quand on a la possibilité de le faire, bien sûr qu'on peut s'amuser à apprendre du monde, à voyager, tout ça, mais quand on l'a plus, à un moment ou à un autre, c'est ça qui est intéressant dans le monde actuel, même si c'est dramatique ce qui se passe, mais c'est intéressant puisque tout le monde est obligé de se repositionner. Et le tennis, peut-être un peu plus que les autres sports, parce que c'est des sports individuels où effectivement l'argent coulait à flot. Et on va dire que, alors là, ils ont réussi à garder une sorte de stabilité économique jusqu'à la fin de l'année, même s'il n'y a pas de public autorisé. Stabilité économique sur quoi? Sur les deux tournois. Après, c'est quoi? C'est le Master à la fin de l'année. Là, il y avait quoi? Il y a tout. De toute façon, ils ont rempli toutes les cases. Vous inquiétez pas. Hein. Il y a eu. Aux États-Unis, c'était compliqué, mais ils ont réussi à faire quand même le tournoi de Cincinnati sur le lieu même de l'US Open. Donc, on n'était pas à Cincinnati. Hein. On était là où se joue l'US Open pour créer, soi-disant, une bulle sanitaire. C'était un préquel, tu sais. Oui, mais enfin, voilà, tout le monde était dans le même endroit pendant 3 semaines. Ils ont joué le tournoi, soi-disant, de Cincinnati, entre guillemets, à l'US Open. Après, ils ont fait l'US Open. Après, tout le monde part en Europe pour jouer sur terre battue. Il y a eu Rome, il va y avoir Hambourg, il va y avoir Roland-Garros. Et après, on reste en Europe pour jouer les tournois en salle ou quelques petits tournois sur terre battue pour les joueurs de moindre Et quel est l'intérêt pour un tournoi, on parlait de l'US Open ou de Roland-Garros, là, dans quelques jours, de quand même maintenir le tournoi? C'est un intérêt, on peut imaginer qu'il y a un enjeu économique indéniable et vital, mais ça se limite à ça? Ouais. Il n'y a plus besoin de reconnaissance, il n'y a plus besoin de renommée, il n'y a plus besoin d'attirer. Mais comment on attire les sponsors, les partenaires et tout? Mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est même pas une question de sponsors. Parce que le problème, c'est vrai que les sponsors, à la base, ils peuvent se dire, si jamais il n'y a pas de public, c'est quoi mon intérêt d'avoir, ou dans les allées, d'avoir des petits stands pour vendre des trucs? S'il n'y a personne, moi je vais pas mettre de l'argent dans l'histoire. Même en plus. Oui, c'est cher, mais tout fonctionne grâce au droit TV. Pour l'US Open, ESPN a mis le paquet en disant il faut qu'on fasse ce tournoi parce que déjà la fédération américaine de tennis, si elle n'a pas cette US Open, va se retrouver dans le rouge au niveau économique. Donc rien qu'avec les droits TV, ils se sont touchés 80 millions de dollars. Mais il faut se rendre compte que tout ça, c'est une question de fric. Pourquoi Roland-Garros se fait? Parce que Roland-Garros a besoin d'argent. Ils ont essayé de négocier une assurance. Roland-Garros a essayé de négocier. Parce que quand ils ont annulé au printemps, ils se sont dit, bon, allez hop, on prend une place tout de suite pour peut-être faire le tournoi fin septembre, début octobre. Génial. Bon, ils avaient prévenu personne, c'était un peu dur. Mais toujours est-il qu'ils ont pris cette date. Et pendant tout ce laps de temps, ils ont essayé de négocier pour avoir une assurance par rapport à un virus qui pourrait annuler le tournoi. C'est une assurance annulation, en fait C'est ce qu'a fait Wimbledon. Wimbledon a été le seul tournoi qui avait prévu une assurance annulation à cause d'un virus. Alors pourquoi, vous allez me dire, les Anglais, ils y ont pensé, pas les autres? Mais parce que les Anglais, ils savent très bien que si jamais la reine-mère décède,
la veille du tournoi de Wimbledon ou une semaine avant, il n'y aura pas de tournoi. Donc pourquoi la reine mère, c'est un virus? Non, mais c'est tellement important que si la reine mère décède, alors là je vous laisse complètement responsable de vos paroles. Votre Majesté. Toujours est-il que voilà, ils ont mis en place une espèce de réunion de personnages de différents secteurs d'activité qui se sont dit ok, voilà pourquoi notre tournoi pourrait ne pas se jouer. Alors il y a la reine mère, il y a la famille royale, il y avait plein d'événements et à un moment ils se sont dit tiens, et pourquoi pas un virus, ça pourrait arriver. Donc depuis 10 ans, ils payent, une fortune, hein, mais ils payent, et quand le tournoi a été annulé à cause du Covid, eh ben, ils ont sorti le contrat. Ils ont touché 120 millions de livres. Alors qu'ils n'ont pas fait de tournoi. Il n'y a pas eu de droit TV, il n'y a pas eu de sponsor, il n'y a pas eu de public, il n'y a rien eu. Il n'y a pas des dédommagements, il n'y a pas des remboursements à faire pour le Wimbledon s'ils annulent? Ah bah j'imagine que si, mais ça, c'est pris par les assurances. Alors juste là, vous parliez, vous disiez qu'il fallait se réinventer. Justement, le tennis est souvent décrié. Oh là là là. Eh oui, mais Benoît, on va faire une petite confidence. On a déjà fait des émissions ensemble, on en a déjà parlé. Ouais. Le tennis a un problème. Allons. Le tennis a un problème. Qu'est-ce que vous allez me sortir? Le tennis est un sport majeur qui se joue partout sur la planète, mais qui est un sport considéré comme un sport qui est en train de perdre sa fanbase. Il y a des gens qui ont annoncé des chiffres, alors je n'ai pas vérifié pour voir si c'était vrai, mais la fanbase les fans de tennis, les téléspectateurs, les spectateurs de tennis ont en moyenne 61 ans et vieillissent tous les ans d'un an. C'est dingue ça. Ce qui veut dire que la fanbase ne se renouvelle pas, parce que il ne se passe rien. Laurent, je vais vous arrêter tout de suite. En 2 secondes 15. Donc ça, c'est un sondage qu'a sorti Patrick Moratoglou pour essayer de justifier l'apparition de son événement tennistique. Mais on parlera après. Toujours est-il que tout d'un coup, il nous sort ce sondage. Et alors là, tout le monde est là en disant « Wow, effectivement, c'est effrayant ». C'est-à-dire que j'ai précisé que je ne l'avais pas vérifié. Ça veut dire qu'à part Toutankhamon et René Coty, personne ne regarde le tennis, quoi. Donc à quoi ça sert? Et vous et moi, mais je suis à peu près le même âge que Toutankhamon. Donc à un moment, on se dit, mais c'est quoi l'histoire? Donc on vérifie. Donc d'où ça sort ce truc? Alors c'était un petit sondage qu'avait fait une télévision américaine sur la côte ouest. Donc on est plutôt en Californie, qui est quand même, on va dire, dans la région intérieure de la Californie, la moyenne d'âge doit être d'à peu près de 150 ans. Donc, ils avaient fait un sondage la Floride, hein, pour le tournoi d'Indian Wells, où il y a beaucoup de personnes âgées. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le premier tournoi qui a été annulé à cause du Covid, parce que le propriétaire de ce tournoi avait très très peur, parce que sa population publique est très âgée. Donc, il avait dit, hop, moi je prends aucun risque, personne ne vient, j'annule mon tournoi. Mais toujours est-il que ce sondage-là n'a été fait que pour un tournoi sur une année par rapport à un sondage sur voilà. Donc, c'est un sondage manipulé pour... C'est un sondage manipulé pour faire croire aux gens qu'effectivement, il n'y a plus un jeune qui regarde, il n'y a plus un jeune qui se passionne au tennis. Alors, sans être excessif en disant qu'il n'y a plus aucun jeune qui regarde le tennis, vous êtes quand même d'accord pour admettre que le tennis, par rapport à d'autres sports majeurs, le basket, le foot, pour ne citer que, la Formule 1 est un peu en perte de vitesse. La Formule 1, ça m'étonnerait que ça marche le feu de Dieu, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, ça marche bien. Ouais. Il y a Gasly qui a gagné il n'y a pas longtemps. Oui, ça faisait 25 ans. Parce que c'est un Français, mais oui. Sinon, c'est pas regardé partout dans le monde. Enfin, ça a perdu aussi de son audimat. Hein. Mais oui, parce que c'est passé sur des chaînes privées. Alors qu'avant, c'est comme le tennis. Non, mais quoi, du tennis sur les chaînes en clair, il n'y en a plus? Bah quasiment pas. Bien sûr que non. Vous avez des événements prioritaires comme Roland-Garros qui restent encore un petit peu dans une bulle du service public, mais sinon, tous les tournois, vous ne les avez pas sur les chaînes... Wimbledon non plus. Non, tout ça, c'est beIN Sport, c'est Eurosport, enfin ça, c'est des chaînes privées, enfin c'est des chaînes payantes. Alors, je vais quand même réussir à vous faire admettre un truc. Il faut renouveler un peu le tennis, Benoît. Il faut changer... Mais là, on parle plus d'évolution, on parle de révolution. C'est-à-dire que on a l'impression que ce sport n'intéresse plus personne. Donc, il y a plein de gens qui ont. C'est vrai que on et tout. Tous ceux qui essayent de mettre en place quelque chose de différent. Dans quel but? Alors là, c'est un but économique, c'est quoi? C'est mégalo, c'est. Les deux. Bien, moi, j'ai absolument rien contre Patrick Moratoglou. Son idée. On peut en parler maintenant? Allez, on va en parler. Alors, vous avez un sujet là-dessus? Alors, avant de parler de Patrick Moratoglou, pour qu'on comprenne ce qui est son idée en devenir, qui s'appelle l'UTS, l'Ultimate Tennis Shutdown, la meilleure des choses, c'est que ce soit lui qui nous l'explique. Ok. On écoute. Le tennis vieillit, en tout cas la fanbase du tennis vieillit énormément.
Elle est de 61 ans aujourd'hui, elle vieillit d'une année chaque année, donc il y a fort à parier que cette tendance va s'accélérer dans les années à venir. Et on se dit qu'il faut réfléchir à un nouveau format qui s'adapte un peu à la manière dont les gens consomment aujourd'hui la vidéo et le sport. Et c'est ce que UTS va proposer. C'est vrai que le fait que tout se soit arrêté ces derniers mois à cause du Covid-19, les joueurs se sont rendus de ce fait disponibles et on a pu lancer UTS à ce moment-là. Donc c'était effectivement une opportunité qui s'est ouverte, mais je pense que si notre pari est réussi et qu'on arrive à amener des nouveaux fans au tennis et des fans plus jeunes, ça sera finalement une chose extrêmement positive qui arrivera pour l'ensemble de l'industrie du sport. Vous appréciez à ce point-là? Comment vous dire Donc, clairement, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Absolument pas. Sur tous les points? Ouais, parce que c'est vraiment là, c'est de l'opportunisme à 200%. C'est-à-dire, profiter, faut bien se rendre compte que Patrick Mouratoglou n'a pas de problème d'argent. Mais toujours est-il que tout d'un coup, lui, il est là en se disant bon, comment je pourrais développer encore un peu plus mon image, tout ce que j'ai et tout ce que je pourrais avoir. Ben tiens, on va profiter de ce Covid pour créer un événement différent. Génial. Moi, il dit qu'il y avait pensé avant. Il n'a pas attendu le Covid. Bien sûr, ça fait des années qu'il pense à ça. Mais toujours est-il que j'adore l'idée en elle-même. C'est-à-dire que on n'a pas de tennis. Tout d'un coup, on peut rejouer au début du mois de juillet. Je propose une petite exhibition où on va s'amuser avec des cartes. Alors, vous pouviez dire, tiens, ben moi, je gagne 2 points si je sers un ace. C'est 4 cartons de 10 minutes. Comme le basket. Un peu, il y a des similitudes. Voilà, alors après, voilà. On arrête le comptage classique. Vous aviez des trucs. Enfin bon. Mais on peut parler à son coach. Mais surtout, en fait, c'était lui, ce que veut Patrick Mouratoglou, c'est que tout d'un coup, les joueurs et les joueuses puissent s'exprimer, puissent gueuler, puissent casser des raquettes, que personne ne vienne leur mettre des amendes, encore plus de spectacle en fait. Mais c'est du show, voilà. C'est du show, donc pourquoi pas, c'est pas un problème. Donc on recommence le tennis, tout d'un coup on voit cette exhibition, moi ça me pose aucun problème. J'adore, c'est marrant, c'est drôle, c'est fun, mais c'est pas du tennis, c'est une exhibition, c'est pour faire un spectacle. Ok, c'est un beau spectacle. On ne peut pas mesurer la valeur d'un joueur sur des... Absolument pas, il n'y a rien de mental, il n'y a rien de physique. Il y a de l'intensité, 10 minutes à fond pendant 4... Mais 10 minutes à fond, c'est un match qui dure 1 heure, à tout casser. Donc 4x10, ça fait... les tournois du Grand Chelem, si vous voulez gagner un match au meilleur des 5-7... Mais c'est ça qu'on leur reproche, Benoît, c'est de taper 5 heures de tennis. Mais alors, vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne vais pas bouffer au McDo tous les jours. Ça ne m'intéresse pas de manger un sandwich au bout qui dure 10 minutes, que j'ai digéré, que j'oublie en 5 secondes. Donc moi, j'aime bien aller dans un restaurant gastronomique, prendre mon temps, savourer et garder en mémoire quelque chose qui va rester. C'est Benoît Mélin qui aime ça. Mais après, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Ceux qui sont au McDo et qui ont connu que ça, ils ont envie de manger que ça. Mais pas du tout, c'est pas évident. C'est une question d'éducation. C'est sûr que si on leur dit, voilà le tennis, si dans 5 ans le tennis c'est ça et que la nouvelle génération arrive et voit ce truc-là, c'est sûr qu'ils comprendront pas pourquoi il y a des mecs qui ont joué pendant 5 heures avant de gagner un tournoi, quoi. Qu'est-ce que c'est débile. Alors on va faire un parallèle avec le foot. Le futsal. Il y a des compétitions au futsal. C'est pas du foot. Vous n'allez pas me comparer. Il y a des joueurs de futsal qui jouent, qui ont fait leurs armes en futsal et qui se retrouvent... Vous n'allez pas me dire qu'un fan de foot connaît exactement tout ce qui se passe dans le futsal comparativement à la Ligue des Champions, à son championnat national. Vous parliez d'éducation, justement. Il est temps d'apprendre aux gens d'apprécier différemment un sport. Mais on peut, mais ce n'est pas la même chose. Au ski, il n'y a pas que du tremplin, du slalom ou de la vitesse. Il y a l'UMIX, il y a du ski de fond, au tennis, il y a du simple, il y a du double, il y a du double messieurs, il y a du double dame, il y a du double mixte, il y a du tennis fauteuil, il y a absolument tout. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on ne donne plus la possibilité aux gens de se dire, posez-vous, essayez de prendre conscience de ce que représente cet effort. Bon, bah non, moi ça m'intéresse plus, j'ai envie de bouffer. C'est la nouvelle génération. La nouvelle génération veut bouffer du très rapide, du très comestible, du très digeste, vite, et on passe à autre chose. Donc vous êtes d'accord avec Mouratoglou, il n'y a pas de jeunes qui regardent le tennis actuellement puisque ça ne ressemble pas. Mais il y a plein de jeunes dans les clubs de tennis, il y a plein de jeunes qui jouent au tennis. Moi je vais encore dans les clubs. Non mais attends, jouer au tennis et regarder le tennis, c'est deux choses différentes. À jouer, c'est un sport magnifique. Ouais, si tu joues au tennis, c'est que tu regardes le tennis. Sinon, tu peux pas, c'est impossible. Si on doit changer le tennis pour faire quelque chose qui dure, qui soit rapide, donc allez, on va faire des jeux, on va faire des sets en 4 jeux. Puisque Novak Djokovic est le premier à militer pour qu'on arrête de faire les tournois du Grand Chelem au meilleur des 5-7. C'est trop long, c'est trop dur, c'est trop long. Il veut terminer sur un tie-break ? Non, c'est trop long. Ah, il y a eu 2 sets gagnants. C'est trop long, il faut faire 2 sets gagnants. Et puis voilà, et tout ça. Donc déjà, ok d'accord, on change tout. Donc ce n'est plus,
On part plus dans l'historique, on part plus dans la légende, on parle dans quelque chose de commun. Bon, mais les télévisions veulent un truc qui ne dure pas plus d'1h30 parce que c'est le format traditionnel. Oui, mais dans 10 ans, le format traditionnel de la nouvelle génération, ce sera quoi ? Ce sera un quart d'heure. Ouais. Donc il faudra créer quelque chose d'un quart d'heure. Puis à la fin, tout le monde s'en foutra de tout, donc on n'aura plus rien, quoi. Ok, alors l'UTS, non, même s'il peut y avoir la place pour ça, mais non. Vous êtes contre ? L'UTS, si, mais en exhibition, à des périodes où il n'y a pas le circuit qui existe. L'UTS, donc pas trop, en tout cas pas comme ça. Je voudrais qu'on dise quand même un mot sur la Coupe Davis, qui a été, je le disais au préalable, atomisée par Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone. C'est pas lui, c'est sa société Cosmos, avec l'aide du patron de l'ITF, David Agarty. On écoute. La Coupe Davis a un potentiel inexploité et nous devons travailler très dur pour ramener cette compétition au sommet du tennis mondial. C'est bien d'avoir un résultat positif après tout ce dur travail. Nous sommes vraiment heureux parce que cela change ce que nous faisons pour le tennis. Cela nous donne maintenant la possibilité d'offrir du tennis aux générations futures, ce que nous disons depuis le début. Quelques nations qui, je le sais, étaient opposées à ce projet sont venues après coup et nous ont dit « Nous sommes une famille et nous allons soutenir ce projet ». Donc je pense que nous devons appliquer notre projet de la manière la plus juste possible et ensuite nous pourrons montrer à tout le monde que c'était la bonne idée. Quel scandale, mais quelle honte, mais ça me fait vomir d'entendre des trucs. Ah, carrément. Ah, mais c'est tellement, c'est honteux de sortir des trucs pareils pour essayer de noyer le poisson. Il faut se rendre compte que cette compétition a été vendue, quoi. Ça a été vendu. Parce que le sponsor traditionnel avait décidé, qui existait depuis des années, avait décidé de ne pas de pas continuer. Ok, d'accord. Oh, mon Dieu, mais s'il y a pas on est mort, quoi. Donc qui est intéressé ? Qui est intéressé ? Et là, le groupe Cosmos, donc, et Gérard Piqué, mais bon, Gérard Piqué, c'est pas le seul responsable dans l'histoire. Hein. Lui, il arrive, il dit, ok, moi les gars, avec mon groupe, enfin avec le groupe avec lequel je travaille, on vous fait un chèque de tant de milliards sur 25 ans, vous êtes super bien, quoi. Oh, mais génial, super, waouh, on va se remplir les valises de fric. Allez hop, on vend le truc. Oui, mais alors attendez, hein, on garde pas du tout la compétition comme elle était. Oh là là, non, on va faire ça dans un endroit précis, pendant une semaine, avec toutes les nations qui vont venir. Ça n'a rien à voir. Ah ben non, clairement. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, donc, on a une compétition qui existait depuis plus de 100 ans, avec ces équipes qui voyageaient dans d'autres pays parce qu'ils étaient opposés, avec des ambiances complètement dingues. Et on se retrouve dans un endroit, donc l'année dernière, ça, c'était la première fois qu'on le faisait en Espagne, à Madrid, un truc complètement mais fade, neutre, avec un public espagnol qui ne venait que pour les rencontres des Espagnols. Comme par hasard, l'Espagne a gagné, c'est étonnant, bien sûr, en donnant un chèque monumental. Ça n'a pas de rapport qu'avec le fait que Gérard Piqué joue en Espagne. Ah bah bien sûr que si. Ah oui, d'accord. Ah bien sûr que si, mais tout ça est organisé, mais ça a été vendu, quoi. Et le truc, c'est que en plus, alors il dit, ouais, alors il y avait quelques fédérations qui n'étaient pas du tout d'accord. Alors, bien sûr, la France, hein, qui s'est ralliée, qui l'a vendu aussi tranquillement, Bernard Gucci. Vas-y, je te vends le truc. On salope l'histoire, quoi. Alors là, c'est que du tennis, hein, c'est pas grave, on s'en fout. Non, mais c'est que du tennis. Mais là, je suis pas d'accord avec vous parce que la Coupe Davis, c'est un marqueur historique du tennis. Mais les tournois de Grand Chelem, c'est pareil. Pareil, mais là, le devenir de la Coupe Davis, c'est quoi ? Ça va continuer ? C'est simple. Contractuellement, ils sont obligés, il y a combien d'éditions ? C'est quoi ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Alors, bizarrement, là, ils ont décidé très vite qu'ils ne la feraient pas. Donc, à la fin de l'année, normalement... Covid. Ah bah, c'est ce qui nous en sort. Bah oui, mais enfin, pourquoi les autres tournois se font ? Enfin, tout le monde fait ses tournois. La Coupe Davis, déjà, s'il la change. Si en plus, il n'y a pas le public, pour le coup, là... Ah mais, et alors l'US Open, vous veniez de le dire, que justement, la Coupe Davis générait une espèce Oui, mais là, on vit, alors, c'est votre introduction, on vit une période... c'est de ma faute. Bah non, mais c'est une période très compliquée, qui met absolument tout sans dessus-dessous, on ne sait pas comment ça va se passer. Ok, le tennis reprend, les compétitions sportives reprennent, avec, pour la plupart, pas de public. Ok, on fait l'US Open sans public. Ok, Roland Garros, pourquoi pas sans public? Ok, tous les tournois qui vont se faire, Rome s'est joué sans public. Là, juste après l'US Open, il y a eu Rome, il n'y a pas eu de public, ils n'ont pas eu le droit de public, parce que trop dangereux. Il va y avoir le tournoi de Bercy, il va y avoir le tournoi d'Anvers, il va y avoir... Toute la fin de saison est quasiment traditionnelle. Peut-être avec un peu de public, suivant les pays, suivant les gouvernements, peut-être pas.
Mais toujours est-il que cette Coupe Davis, que je ne peux pas appeler, pour moi c'est la Piquet Cup, quoi. Je ne peux pas appeler ça la Coupe Davis. Pas la piquette, hein, la piquette. Mais ça pourrait être la Piquette aussi. Ouais. Et toujours est-il que ils ont décidé de l'annuler très très tôt, en disant ouais c'est trop dangereux, quoi. C'est trop, on peut pas prendre ce risque. Et en fait, on sait pourquoi ils l'ont pas fait. Pourquoi ? C'est tout simplement, ça leur a coûté tellement de blé l'année dernière de mettre ça en place. Ça a été mais un Parce four. que c'était la première édition ? Ah, mais parce que personne ne C'était voulait mal y aller, organisé. parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, parce que les gens n'ont pas pu y aller, parce qu'au lieu de venir un week-end supporter son équipe dans sa ville ou dans son pays, tout le monde était obligé d'aller se déplacer en Espagne. Mais quand vous habitez en Australie, vous habitez en Russie, vous habitez en Amérique du Sud, vous n'allez pas en Espagne. En plus, pour y rester une semaine, parce que vous ne savez pas si votre équipe va être éliminée tout de suite ou pas. Donc il faut payer l'hôtel, le transport, la bouffe. Enfin bon, ça prend des proportions dingues. Il n'y avait personne. Et donc tout d'un coup, ils se sont dit, attention, là, ça nous coûte de l'argent. Les télévisions, ils n'ont pas payé cher parce que comme ça commençait, ils se sont dit, oulala, nous on veut bien le retransmettre, mais c'est un peu dangereux votre truc. Donc finalement, ils ont décidé cette année de ne pas le faire parce que sinon, alors là, économiquement, ils prenaient une telle claque que le groupe Cosmos aurait pu commencer à vaciller en disant, bon, les loulous, là, alors c'est peut-être à cause du Covid, mais peut-être qu'on va revoir le contrat. Mais c'est aberrant. C'est aberrant ce qu'on a fait avec cette Coupe Davis. Benoît, on est obligé de terminer malheureusement. J'avais tellement de questions. Ce sera l'occasion de faire une autre émission sur le tennis. Juste au début de l'émission, en préambule, je posais la question de savoir si cette période de Covid pouvait être bénéfique, cette pause forcée dans le monde du tennis pouvait être bénéfique pour l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir en tirer des choses, qu'on va pouvoir réfléchir à cette situation pour faire évoluer, alors à la marge, peut-être pas tout chambouler, ni tout révolutionner, mais est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de positif selon vous ? Eh bien, en fait, j'y ai fortement cru au tout début. Oui. Quand effectivement, on va dire les grands joueurs et les grandes joueuses qui représentent quelque chose de fort, qui ont un certain pouvoir auprès des fédérations internationales, auprès des instances du circuit professionnel mec, circuit professionnel dame, commençaient à dire bon, allez, on se pose, on réfléchit, il faut qu'on se calme au niveau du calendrier, il faut qu'on arrête de partir comme ça partout à droite à gauche dans le monde parce que ça devient compliqué avec le Covid, il faudrait peut-être qu'on ait une instance qui réunisse et les hommes et les femmes, peut-être que tiens, on pourrait réfléchir au fait de pouvoir avancer aussi sur comment on va faire les matchs, comment est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à ça aussi. Bon, génial. Et puis ben là, on est sorti du truc. Rien, que dalle. Tout le monde reprend comme si rien ne s'était passé pour vite recommencer. Il faut qu'on recommence tout de suite. Il faut qu'on puisse gagner un peu d'argent, il faut qu'on relance la machine, il faut qu'économiquement ça marche. En serrant un peu les fesses, en se disant oulala, pourvu que ça marche et tout ça. Et donc, il y a eu 4 mois de rien, mais absolument de rien. C'est-à-dire, il y a eu des idées comme ça, balancées à droite à gauche, mais personne n'a absolument rien mis en place. Mais rien mis en place. Je suis très pessimiste sur le futur effectivement du tennis comme je l'ai connu, comme j'imagine tout le monde l'a connu ici. Je pense qu'il va y avoir une évolution qui va faire en sorte qu'on va avoir une espèce de jeu vidéo rapide, de consommation rapide, et ce sera plus du tout le tennis. À partir de là, bien évidemment, ça ne m'intéressera plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle vers la fin de l'année, quand tout ça se sera passé, enfin tous ces tournois dont on vient de parler seront passés, s'ils ont lieu, et on refera un petit point. Ça marche. Merci Benoît Mélin. Un plaisir. Voilà, TLS+, votre émission est terminée pour aujourd'hui. Comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Et moi, je vous dis à très vite avec un nouvel invité. Au revoir.